On rend hommage depuis hier soir, vous le savez, à Jean-Pierre Elkabbach, qui est mort à l'âge de 86 ans, grande figure de l'histoire de la radio et de la télévision française. Il a commencé à Europe 1, il est passé par France 2 et CNews également. On se souvient évidemment de ses interviews d'anthologie avec François Mitterrand, mais aussi avec Georges Marchais, parce qu'ils ont écrit des pages télévisuelles et audiovisuelles de notre pays absolument incroyables. On va écouter ça, un coup de gueule de Georges Marchais lors d'une interview par Jean-Pierre Elkabbach le 13 octobre 1980, écoutez. On y répondra quand il le faudra, monsieur Marchais. Écoutez, Elkabbach, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable, puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable. C'est désagréable, mais en même temps, les deux hommes se respectaient. Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, nous l'a dit ce matin. Il était chez Pascal Praud. C'était rugueux, Éric Revel. C'était cash. Jean-Pierre Elkabbach, c'était des questions extrêmement incisives. Mais il y avait un respect, malgré tout, entre les hommes politiques. Oui, alors Jean-Pierre, c'était un très grand professionnel, mais c'était aussi un homme de pouvoir et un homme d'influence. Il avait tout ça. Alors, ce qui est très marrant, c'est que non seulement, on ne parlait pas de punchline à l'époque, mais il y avait ça dans la façon d'interviewer Jean-Pierre Elkabbach. C'est-à-dire que c'était une sorte de combat de boxe. Il acculait dans les cordes son interviewé. Tout de suite, dans les 2 premières minutes. Il était percutant. En fait, il était percutant parce que la dernière question, en général, elle était plus terrible. Mais juste sur l'affaire Georges Marchais, beaucoup de gens ont gardé en mémoire le « taisez-vous » Elkabbach, et en fait, ça n'a jamais existé, puisque c'est Thierry Leluron, tellement que la répartie était célèbre, qui avait inventé ce taisez-vous Elkabbach. Bon, voilà, c'était... Et Georges Marchais, quand Jean-Pierre Elkabbach a sorti son livre Taisez-vous Elkabbach, lui a dit, dis donc, je ne l'ai jamais dit cette phrase. Et Jean-Pierre lui a dit, oui, et d'ailleurs, je vous dois un resto, et ils sont allés au restaurant. Rachel Kahn, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean-Pierre Elkabbach ? C'est tout un symbole, justement, aussi de professionnalisme, évidemment, mais justement, à l'heure où certains pensent qu'en France, on ne peut pas se réaliser, eh bien lui, avec la force de son travail, sa passion pour son métier, sa ténacité, il a réussi à s'écrire un nom et un prénom, parce qu'il est né Haïm. Il est né en Algérie, pied noir, il est né Haïm. Maintenant, c'est devenu Jean-Pierre Elkabbach, mais il part de là pour être finalement au centre du dialogue politique. Et aujourd'hui, lorsqu'on perd un petit peu le dialogue et lorsqu'on perd aussi le talent, eh bien, il va nous manquer beaucoup. Vous avez raison. Karim Zerebi. Non, mais ça fait partie de ces phénomènes, de ces phénomènes qui marquent toutes les générations. Et quand on regarde les rétrospectives, il y a des choses, moi j'ai été frappé, je crois que c'est vous qui le commentiez hier, quand il disait à André Villani qui était Valigny. Hein André Valigny. Oui. Ouais. Sur le mur. De quelle couleur il est le mur? Vous n'avez pas peur de prendre le mur? Quelle couleur il est le mur? Valigny, il est quel mur? Celui que vous allez prendre. Et quand il dit à Marine Le Pen, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Il débute l'interview comme ça. Oui, mais il déstabilise. Aller à la manifestation pour Charlie. Je veux dire, il avait cette capacité détonnante de rentrer dans le combat avec son interlocuteur. Et moi, comme a dit Rachel Kahn, moi, ce qui m'a touché, un jour, j'ai échangé avec lui, il parlait beaucoup de l'Algérie. Il n'en parlait jamais avec rancœur. Donc, il est de la génération de mes grands-parents. Il avait toujours un lien particulier. D'ailleurs, l'Algérie lui a rendu hommage. Donc, en disant, le grand journaliste qu'il est, il a toujours gardé le lien. Il allait 2 à 3 fois par an à Oran. Donc, dans sa ville de naissance. Donc, un juif d'Algérie qui avait cette relation si forte, je trouve que ça dénote d'une symbolique qui est assez magnifique. Mais en fait, ce qui était extraordinaire avec Elkabbach, c'est comme il a fait pratiquement 50-60 ans de journalisme et d'interview politique. C'est qu'en fait, il avait inversé le rapport de force avec le politique. En fait, le politique qui arrivait, qui était interviewé par Elkabbach, craignait cette interview, mais souvent, il avait déjà visionné, il y a 10 ans, alors même qu'il n'était pas homme politique ou femme politique, des interviews avec Elkabbach. Et donc, en fait, le rapport de force était inversé. La charge de la preuve était sur celui qui l'interviewait et non pas sur celui qui était interviewé, non pas sur celui qui interviewait. Et juste, puisqu'on parlait d'Europe 1, quand je dirigeais LCI, on avait fait des soirées électorales communes. Donc, du côté d'LCI, c'était Michel Field, qui à l'époque faisait 18h chez nous. Et Elkabbach, c'était l'intervieweur d'Europe 1. Et je me souviens, quand on avait fait cette réunion dans le bureau, il avait
toujours la même passion. Alors c'était il y a 10 ans, vous voyez, il avait déjà vécu une carrière professionnelle plus que copieuse, et il avait toujours cet œil qui frisait. Tu crois qu'on va faire ça, mais est-ce que les bonnettes d'Europe 1, on les verra bien sur les plans de LCI? Tu es sûr, hein, parce qu'il faut qu'on voit les bonnettes d'Europe 1. Hein. Bon. Oui, absolument. Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean-Pierre Elkabbach? Moi, je l'ai connu qu'à la fin. Comme disait Éric, c'est-à-dire que je le connaissais sans le connaître, parce que je le voyais, je l'écoutais, etc. Donc c'était un peu un monument. Je l'ai connu qu'à la fin et j'ai jamais travaillé avec lui. Donc on n'avait pas une relation professionnelle. Moi, alors, il y a deux choses qui me fascinent. Premièrement, il y a des gens qui finissent par être une part d'histoire, en fait. Une part d'histoire de la Ve République, évidemment. Une part d'histoire de notre métier aussi, parce que ça restera quand même un personnage qu'on n'oubliera pas tout de suite. Et ensuite, moi, je le trouvais aussi insupportable qu'attachant. C'est rare d'être les deux à la fois, et je trouvais vraiment les deux. Attachant. Et attachant, en fait. On a inventé ce mot pour ça. Et si vous voulez, j'ai beaucoup de nostalgie quand je vois les images que vous avez montrées tout à l'heure, de cette époque, en fait, où des intervieweurs pouvaient avoir ce genre de joute. Aujourd'hui, on n'a presque plus de personnages qui sont capables de ça, et on n'a pas non plus autant de journalistes que ça qui en sont capables. Donc ça, c'est même quelque chose... du côté des politiques. Même du côté des politiques. C'est pour ça que je dis les deux. Hein, avec quand même des bêtes. Et pour terminer, il y a une chose, et là pour le coup, je crois que c'est une question de génération. Ces gens, la génération d'Elkabbach me fascine. On voyait tout à l'heure Étienne Moujotte sur les images que lui, pour le coup, avec sa pipe, que j'ai connu à la fin, mais Jean-Claude Dacier, qui est encore parmi nous, qui est un ami. Ces gens qui ont entre 80 et 86, 7 ans aujourd'hui, alors Étienne Moujotte nous a quittés il y a quelques temps, mais qui ont travaillé jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose que je ne me figure pas, cette passion qui est tellement importante que jusqu'au bout, il y a un côté Molière, en fait. Absolument. Hommage à Jean-Pierre Elkabbach, évidemment, sur nos antennes. On pense à lui, à ses proches et à Nicolas Avril. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline.